croissance, c'est peut-être pas tout à fait celle à laquelle je pensais auparavant. Auparavant, c'est pas forcément économique, mais ça peut être aussi d'autres registres qui apparaissent. Donc par rapport à ça, moi je suis entièrement d'accord quant au fait que les actions individuelles, c'est elles qui vont mettre la pression sur le global, sur les modes de consommation auprès de tous ceux qui sont en charge de l'alimentation, mais de la même manière les actionnaires, eux, ont un énorme pouvoir. Et il y a d'ailleurs des entreprises qui sont en train de bouger par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une façon d'agir et de mettre la pression qui vient d'en bas pour faire bouger les choses. Il faut y croire, sinon on ne fait rien. Je ne vois pas en quoi les actionnaires auraient intérêt à modifier un système dans lequel pour le moment ils prospèrent et bénéficient plutôt assez largement du mode de vue, du mode de consommation actuel. Ils peuvent avoir d'autres valeurs et c'est à ça qu'il faut aller. Il y aura une autre demande. Marc Concave. Oui. On arrive à la conclusion. Oui, non, je partage ce qui a été dit. Même les actionnaires, si d'autres demandes individuelles apparaissent sur le marché, vont aussi s'adapter. Donc, évidemment, il faut que cette pression existe. Mais vous avez l'air de vouloir à tout prix que nous indiquions comme seul acteur majeur, je ne fais rien du tout. Moi, je pose des questions. L'État, le gouvernement, les ministres. Je pose la question en réponse à ce que dit Lucas Badi. C'est-à-dire, puisque c'est une opportunité pour certains gouvernants, pourquoi on ne le laisse pas pour l'ensemble des gouvernants de notre planète? Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit Macron ou Hulot qui est la solution. Et donc, c'est pour ça que je me suis exprimé sur le fait que cette pétition s'adresse uniquement à l'État français, comme si c'était une question juste de gouvernement. Donc je maintiens cette position, mais je suis en effet d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que le mouvement se fera à travers une convergence, évidemment, des individus qui vont devoir demander toujours plus d'écologie, de moins de CO2, de meilleur climat, etc. Des entreprises elles-mêmes, et là aussi, parfois on lit des choses absurdes qui ciblent les entreprises, alors que deux choses. La première, il se passe énormément de travaux au sein même de ces fameuses entreprises qu'on vise, Total, EDF, etc., qui ont des programmes sur la transformation du CO2, sur la capture du CO2, sur l'hydrogène comme nouveau carburant, sur les piles à combustible, etc. Et de toute façon, il faut bien savoir que si demain, alors je me replace sur le plan scientifique et technologique, mais si demain il y a des technologies qui naissent dans les laboratoires de recherche, eh bien évidemment, tout le monde ici en profitera si des entreprises s'en emparent et les développent et les mettent sur le marché. Donc voilà, il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc c'est une pression mutuelle qui va peut-être conduire un jour un gouvernement à être encore plus strict sur ses engagements climatiques, mais néanmoins, en effet, c'est un ensemble, c'est tous ensemble et dans ce même mouvement qu'on va y arriver. Ambroise Soussanaré et Lucas Badi pour finir. Oui, voilà, donc il faut bien sûr revenir sur une notion très importante qui est celle de l'équité. En effet, cette transition massive, elle comporte des risques de renforcer des inégalités et finalement de s'accompagner de perdants et de gagnants. Alors ça, c'est quelque chose qui est bloquant bien souvent dans les transformations. Et on peut prendre un exemple très simple, c'est celui des régions où on a une production de charbon. On a eu justement un mouvement de désinvestissement dans les entreprises qui produisent du charbon, avec une baisse du chiffre d'affaires massif et des fermetures d'usines. Et évidemment, pour les gens qui habitent ces régions, se pose la question d'une reconversion massive. Donc si on n'a pas une réflexion par avance sur l'accompagnement des transitions et sur l'équité, on sera dans un système qui se bloquera tout seul. Lucas Badi pour finir. Oui, je ne peux qu'appuyer ce qui vient d'être dit. La solidarité, c'est une condition pour l'action. Tout simplement parce que si on en arrive à cette situation difficile, c'est une succession de choix collectifs. Donc la réponse ne peut être collective et en aucun cas la solution ne peut peser sur les épaules soit des agriculteurs. L'agriculture, c'est terrible aujourd'hui. L'agriculture est accusée de tous les maux. C'est réel. Il y a vraiment des gros problèmes avec l'agriculture. En même temps, les agriculteurs ont été extrêmement efficaces, ils ont rempli le contrat, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Donc il faut que
l'effort soit assumé de façon collective. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ceux qui iront les premiers, et on a des exemples dans l'histoire de l'environnement, auront un avantage compétitif, seront plus efficaces. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire nous donne finalement de nouvelles opportunités de développement. Tout simplement. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Agathe Ozel, merci à tous les quatre. Merci. Voilà, on va prendre quelques questions rapidement avant de retrouver Olivier Gesbert. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour. Voilà, on vous entend. Jean-Philippe Brett, donc de l'association Sauvons le climat. Donc je rejoins les propos de Marc Contenay à propos de la technologie. Je crois que le mieux, c'est de ne pas émettre le CO2, parce qu'après, le capter, c'est très difficile, très coûteux. Et donc il y a des scénarios d'électrification de la société, comme Negatep pour Sauvons le climat, qui propose actuellement de développer les pompes à chaleur, l'énergie thermique, le nucléaire. On n'a pas parlé aujourd'hui du nucléaire, mais c'est quand même une des solutions majeures en France qui a permis d'éviter la croissance du CO2. Pourquoi ne pas le développer plutôt que de fermer Fessenheim, de prolonger Cordemais et d'ouvrir l'Andivisio, la centrale au gaz? Donc on voit que la politique énergétique, elle dépense 170 milliards dans des énergies peu efficaces, comme le photovoltaïque et l'éolien. Pourquoi ne pas dépenser cet argent-là dans la reforestation et dans des technologies efficaces pour la tonne de CO2 évitée? Merci beaucoup. Alors, qui veut tenter de répondre? Parce que la question de l'énergie verte, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il existe une énergie verte et est-ce qu'il faut privilégier le nucléaire finalement? Vous n'êtes pas honnête, vous n'avez pas d'éviter Sauvons le climat par le nucléaire. Clairement, la France a fait un choix historique du nucléaire qui fait que son électricité est aujourd'hui presque totalement décarbonée. Il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi l'énergie hydraulique. Enfin, je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc effectivement, si la vraie question c'est le CO2, traitons cette question-là. À ce moment-là, on voit qu'en France, c'est pas l'électricité qu'il faut décarboner. Après, il y a une autre question sur le nucléaire, évidemment, les déchets, etc. Il faut en discuter, bien sûr. Mais pour la question du CO2, remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, ça ne change rien au CO2. Par contre, il y a des secteurs qu'il faut attaquer. Évidemment, le transport, les économies d'énergie dans les habitations. Donc, c'est là qu'il faut aller. Mettre des énergies renouvelables dans l'électricité française, ça ne changera rien au CO2. Les transports, oui, évidemment, on voit qu'il y a du mouvement vers le véhicule électrique, peut-être aussi le véhicule à hydrogène. Le monde sera plus électrique. La question, évidemment, à ce moment-là, si l'électricité augmente, c'est quelle sera la source d'électricité, et la question qui est posée est tout à fait pertinente. Et d'ailleurs, le GIEC, je crois, a un certain nombre de scénarios dans lesquels le nucléaire n'est pas absent, en tout cas dans son dernier rapport, n'est-ce pas? Jean-François Sousana. Oui, alors cette question... On ne va pas faire le débat du nucléaire maintenant, parce qu'on va pas avoir le temps et on en a parlé. Si vous voulez, on est toujours dans ce débat sur le nucléaire par rapport au climat et au CO2, sur deux notions qui sont tout à fait différentes. Avec le nucléaire, vous avez des risques d'accidents industriels dont la probabilité est très faible, mais dont les implications peuvent être extrêmement importantes au plan humain, et on le sait avec ce qui s'est passé récemment. Comment évaluer ce risque faible mais de grande amplitude par rapport à la probabilité très élevée d'avoir un réchauffement climatique qui a des impacts qui seront instantanément plus faibles et cumulés extrêmement importants, c'est tout le débat politique. Voilà. Alors ce que l'on peut dire, et ça Marc Fourcade vient de le rappeler, c'est que nous allons vers des sociétés qui utiliseront de plus en plus d'électricité dans toutes sortes de secteurs, et évidemment, ça ne peut pas être uniquement avec du nucléaire. Quelle est la part exacte du nucléaire, je ne sais pas, mais il faut absolument développer les énergies renouvelables. Et tout retard que l'on prendrait en France et en Europe dans ce domaine s'accompagnerait probablement à terme d'une perte de compétitivité. C'est une question pour répondre à une autre question. Plus tard, Lucas Badiou. Moi, je pense que de toute façon, la seule bonne solution, c'est la diversification. Mais il faut aussi regarder les conséquences de nos choix. Le choix technologique du nucléaire, c'est vrai qu'il est intéressant sur le plan du CO2. Il l'est beaucoup moins sur d'autres dimensions, ça a été évoqué. On ne peut pas passer comme ça
En moins de deux, la question des déchets, qui est quand même un énorme problème. Et puis il y a un autre problème, c'est le problème économique. Hein. Le nucléaire, c'est pas l'indépendance énergétique dont on nous parle, puisque, à ma connaissance, l'uranium, il est importé. Monsieur, oui, bonjour. Ouais, allez-y, parlez bien dans le micro. Si, allez-y. Oui, je voulais dire une chose, c'est que le pari sur la technologie, c'est très très optimiste. Il y a 40 ou 50 ans, l'industrie verrière française a fait le pari de détroniser la découpe du verre. Et la découpe du verre, ça a permis de faire des gains de productivité de 4%. Et c'était exactement le coût de l'informatique qui était mis en place. Votre question rapidement, parce qu'on n'a pas... Quelle est la question que vous souhaitez poser, monsieur? Je crois que, excusez-moi, mais j'ai un peu un problème de voix. Votre question, s'il vous plaît. Oui. Ma question, c'était, est-ce qu'on ne parie pas toujours sur des solutions globales? Vaste question. Je pense que la question, c'est la question à laquelle vous avez tenté de répondre tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la seule solution technologique, parce qu'on n'attend pas trop de la technologie pour nous adapter à ces enjeux climatiques. En quelques mots, Jean-François Solin. Oui, donc je crois qu'on a essayé de le dire. Aujourd'hui, on a besoin, plus que par le passé, et de manière centrale, d'une pensée sur les systèmes et d'une pensée qui permet de comprendre l'ensemble des implications des technologies. Et on ne peut pas imaginer que le déploiement des technologies soit fait en l'absence d'une codécision avec l'ensemble des personnes impliquées. Allez, très très rapidement, il y a un monsieur qui souhaite poser une question. Monsieur, on vous apporte un micro, très rapidement s'il vous plaît, parce qu'il va falloir passer à la suite. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il faudrait revégétaliser 0,5% de la surface. Or, moi, je me suis posé de surface globale du sol. Et moi, je me posais la question, il se trouve que j'étais à Saumur dans les années 59. Et j'y suis retourné 50 ans après. Je dirais que la surface de la ville a à peu près doublé. C'est-à-dire qu'il y a cette surface-là qui a cessé d'être végétalisée pour se retrouver avec du macadam et du béton. Votre question, monsieur, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Juste la question, s'il vous plaît. Ma question, c'est de savoir, vous parlez qu'il faudrait revégétaliser, mais j'ai l'impression qu'au niveau mondial, on n'en est pas à la revégétalisation, mais plutôt au contraire. Parce que si on regarde ce qui se passe en Amazonie, où chaque année, il y a un assez grand pourcentage de la surface qui est dévégétalisée, si on se retrouve, je parlais en Europe... Je suis désolé, mais on a vraiment plus beaucoup de temps. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors voilà, la question, en deux mots, Jean-François Solin, est-ce qu'on dévégétalise trop? Est-ce qu'il faut végétaliser les villes? Là aussi, hein, c'est une grande utopie, la ville végétale, la ville forêt, on n'en voit pas vraiment la réalité, surtout dans les pays du Sud, avec l'expansion urbaine. Alors bien sûr, on est tous d'accord sur cette question de l'artificialisation des sols et le développement des infrastructures, le développement des villes qui s'accompagne d'une imperméabilisation des sols ou d'une artificialisation. C'est évidemment là aussi l'une des tendances qu'il faudrait freiner, qu'il faudrait ralentir. Il y a beaucoup d'urbanistes qui réfléchissent à ça et c'est une des questions qui rejoint celle que l'on s'est posée sur le rôle des écosystèmes et de la nature face au changement climatique. Merci beaucoup, merci à vous tous. Suite de ce programme par la future. Merci beaucoup. Terriblement énervé avec leur adaptation.